Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu assister à cette conférence dans le cycle des Jeudis de la promenade. C'est un cycle de conférences dans le cadre de la candidature de la promenade des Anglais à l'inscription par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Je représente la mission Promenade des Anglais qui est présidée par Jean-Jacques Ayaron, qui a été créée en juin 2014 à l'initiative de Christian Estrosi, le ministre. Alors évidemment, la Promenade des Anglais, c'est le front urbain de la Baie des Anges. C'est un front urbain qui a été créé aussi bien à la voirie que les bâtiments à l'initiative des hivernants, des gens qui venaient passer l'hiver chez nous. Et donc c'est tout naturellement que cette candidature, aujourd'hui son nom se complète, et c'est la candidature de liste capitale d'hiver et de la Promenade des Anglais, qui représente bien cette capitale d'hiver, dont on va nous parler de ce publier ce soir. Alors, je vous dis juste un petit mot très bref sur la mission Promenade des Anglais. En plus du dossier de candidature, évidemment, on s'occupe de préparer un plan de protection et de gestion du bien que nous allons proposer à l'UNESCO. Il y a un inventaire général qui va être fait, qui sera dirigé par les services de la direction du patrimoine. Dans ce cadre-là, il y a aussi tout un tas de transactions. Et puis, il y a aussi la valorisation de tout ce patrimoine. Et cette valorisation passe par plusieurs biais. Nous avons lancé un appel à tous pour nous amener des photos, souvenirs. Vous avez peut-être vu passer ces appels, pour les amener à la mission Promenade des Anglais, qui est au 75 des États-Unis. Vous pouvez aussi les déposer sur notre site internet, missionpromenade.fr. Il y a déjà des gens qui nous en ont déposé, vous pouvez les voir en ligne, on les met au fur et à mesure, et du coup vous pouvez voir ce que les gens nous ont apporté, leurs photos de famille depuis 1920. Enfin, il y a des très très beaux documents inédits du coup, qui sont sur le site. Monsieur Aldo est également commissaire général de 14 expositions qui vont se dérouler cet été sur le thème de la promenade des Anglais, dans tous les musées municipaux et nationaux, à partir du 12 juin. Et évidemment, nous mobilisons aussi des experts de tous les domaines pour nous donner leur point de vue, les confronter entre eux. Et ça se fait dans le cadre de réunions, de colloques, mais également de conférences. Et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir M. Bernard Touillet, qui nous fait l'honneur de sa présence pour parler de cette carrière. Alors, M. Touillet, je vais vous présenter un peu brièvement, c'est difficile de résumer une carrière comme ça. Il est archéologue, historien d'architecture de formation, conservateur général du patrimoine honoraire, et est responsable du programme Architecture de villégiature au CNRS. Alors, c'est le spécialiste de l'architecture balnéaire. Il a d'ailleurs, c'est sous son impulsion que le service de l'inventaire du ministère de la Culture a pris en compte à partir de 1991 le patrimoine balnéaire. Il est aussi expert pour le compte du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que pour l'UNESCO. Il conduit actuellement des missions d'inventaire et d'études pour toute la France et à l'étranger, notamment en Afrique. Et il a publié en 2012 sur l'architecture balnéaire, aux éditions du patrimoine, un ouvrage qui fait autorité, architecture et urbanisme, villégiature sur les bords de mer du XVIIIe siècle au XXe siècle. Je vous laisse la parole. Merci à tous et à toutes d'être venus. Et surtout, ne regardez pas trop en face, parce que c'est plus intéressant souvent ce qu'il y a à l'extérieur que ce qu'il y a sur les photos. Mais bon, vous avez la chance, au moins pour ceux qui sont au dernier rang, de pouvoir faire les deux. Donc profitez-en de temps en temps quand même. Donc de pouvoir directement être dans la réalité, dans le virtuel, dans le passé, et peut-être, avec ce que vient de dire Anne, peut-être dans le futur, un jour, on ne sait pas, et que ce futur en tout cas puisse valoriser ce Nice capitale d'hiver. Merci en tout cas de m'avoir invité ici, parce que c'est le lieu même où on a repensé la capitale d'hiver. Et donc quand on a construit ce bâtiment, c'est vrai que la capitale d'hiver commençait à s'essouffler et on lui a fait prendre d'autres chemins. Et donc c'est intéressant de pouvoir, dans ces lieux mêmes, revisiter
idées de l'intelligentsia nationale et internationale qui sont venues ici plusieurs fois et qui ont continué jusqu'aujourd'hui à alimenter au niveau de la matière grise et de l'intelligence, qui ont alimenté en tout cas les réflexions de toute nature, de tous ordres, une grande ouverture. Et au départ, l'ouverture c'était bien sûr sur la mer, et la mer qui est à côté de nous, c'est-à-dire la Méditerranée. Je vais centrer mon sujet plutôt sur l'événement Nice capitale d'hiver et donc réduire considérablement, puisque on m'a dit que j'avais une grandeur, donc on va essayer, dans le peu de temps qui nous est imparti, de pouvoir brosser environ 2 siècles d'histoire et de pouvoir essayer de pouvoir passer en revue toutes les architectures qu'il y a ici à Nice. Donc c'est un peu... en tout cas, je ne serai pas dans mon contrat parce que je ne pourrais pas l'honorer, mais on va essayer quand même de pouvoir voir quelles sont les grandes attaches, les grands éléments qui permettent de pouvoir s'avancer dans l'histoire et s'avancer dans la vie. Comme tout propos académique, puisqu'ici, à côté du bureau qui est là, on peut être académique, j'ai divisé en 3 parties, naturellement, le propos. La première partie qui était le début de l'invention de cette ville d'hiver. C'était là, il n'y avait pas que Nice comme ville d'hiver, mais en tout cas, c'était une des premières villes d'hiver. Il y avait bien sûr toujours sur la Méditerranée, Hyères, Cannes, etc. Mais en tout cas, à Nice, on parlait déjà de ville d'hiver. Et c'est une ville donc pour vivre en hiver. Alors que quelquefois on dit mais oui, mais non, si on est en villégiature, c'est bien pour l'été, c'est bien pour le soleil. Oui, mais c'est une idée très récente. Et en tout cas pour la Méditerranée. Et on avait imaginé, en tout cas, d'abord de faire une ville d'hiver. Donc je vais aller jusqu'à la période très simple qui est la période de la fin ou plutôt du début. Pour les Nissards, c'est sans doute peut-être la fin. Pour en tout cas le renouveau de la ville, c'est peut-être le début. Peu importe en tout cas les opinions de chacun. Mais je vais aller jusqu'aux années 60, c'est-à-dire la prise en main, ou en tout cas la reprise de la ville par une administration française. Ensuite, ce sera la plus grande et la plus belle période jusqu'à la guerre 14 qu'a connue cette ville. Non pas qu'elle n'en connaît pas et qu'elle ne le fera pas par la suite, mais en tout cas, cette période des années 1860-70 avec un trou dans les années 1880, mais en tout cas jusqu'à la guerre 14, c'est vraiment là où les Italiens viennent construire, tout le monde vient construire ici. C'est le grand boom, on pourrait appeler ça le grand boom aujourd'hui, et la grande révolution de la construction et aussi de l'arrivée des personnes ici sur la Côte d'Azur, qui va s'appeler Côte d'Azur à partir de 1884, qui s'appelait la French Riviera, et donc dans ce lieu mythique, qui commence à être mythique dans toutes les guides de voyage, après le premier guide médical de voyage de Smollett des années 1764, on va donc tous venir ici, d'abord les Anglais, et ensuite toutes les cours d'Europe vont venir ici, comme vous le savez. Et après, on va se poser des questions sur la suite. Je vais arrêter la suite à la première crise financière importante, parce que ça a acheté un froid, parce que le progrès n'y était plus. On a fait emballer la machine jusqu'aux années 29-30, et après, c'était le trou. Les caisses étaient vides, les travaux qui étaient en cours ont dû s'arrêter un peu. Les Américains sont venus quand même donner des aides financières, enfin des aides non, ils sont venus investir aussi, comme un groupe par exemple, mais le problème est que, il y a eu quand même une dégradation, et aussi on a essayé de faire une ville
qui s'ouvrait toute l'année. C'est-à-dire il y a deux saisons, une saison d'hiver, mais aussi une saison d'été. Et on verra que c'était très lent, très difficile de faire prendre l'habitude aux Niçois et aux touristes niçois de venir ici l'été. Ça a marché, certes, mais par rapport à des tourismes d'été comme d'autres villes, ça n'a pas marché comme ça aurait pu marcher, en tout cas dans les premières décennies. Je ne parle pas bien sûr d'aujourd'hui. Et on s'arrêtera avant la guerre, entre 29 et 39, pour terminer la saga de cette capitale d'hiver. Première période, donc l'invention de la ville d'hiver, c'était d'abord la ville d'hiver, une ville pour les malades. Il fallait être malade, ou se croire malade, ou se mettre dans une position de malade. Ça, c'est à vous d'apprécier. Un des premiers malades qui est venu ici, c'était un médecin. Alors, il écrivait sur sa maladie et il disait comment essayer de se soigner avec la maladie qu'il avait et comment s'y mettre. Et après, il y a eu, donc ça c'était M. Soulet, qui était aussi très, très romancier, littéraire. Il n'a pas écrit que sur la ville de Nice, il a écrit sur l'Italie et sur bien d'autres choses. Mais après, il y a eu beaucoup de guides médicaux qui sont revenus, et sur toute la côte, ce qui va s'appeler la côte d'Azur après, il va y avoir, comme il va y avoir une belle saison en hiver, eh bien les gens qui se disaient malades, et notamment les gens du Nord, vont être attirés, et notamment les gens qui avaient la phtisie, on appelait ça, ensuite on l'appelait la tuberculose, et toutes les maladies, des poumons, etc. Donc c'était magnifique. Il y avait des grandes villes industrielles dans le Nord, la première révolution industrielle donc, du XVIIIe siècle en Angleterre, la deuxième révolution industrielle également qui a gagné. Donc les gens étaient malades de la ville. Ils étaient foncièrement, il y avait des fumées, il y avait donc un mal-être dans la ville et on venait se soigner des maladies de la ville ici. Et c'était l'hiver puisque on pouvait respirer et donc avant de plonger dans l'eau, c'était le climat, la chaleur, pas le soleil, la chaleur qui est attirée ici. Il y a de très belles pages sur un livre qui vient d'être publié de Jean Viguier-Urbain sur le midi, le soleil du midi. J'ai un petit livre Payot qui coûte pas cher, vous pouvez tous lire bien sûr, et qui montre bien qu'on venait chercher ici, non pas le soleil, mais l'ombrage. Et vous le verrez dans les vues, etc. On venait chercher l'ombre, mais au soleil. Et le soleil, on mettait une ombrelle, bien sûr. Il ne fallait surtout pas que la peau blanche de ces dames puisse être brunie et ressembler à un nègre. C'est pas possible. Donc, il était clair qu'on venait respirer, et pour certains, parce que les médecins donc non seulement indiquaient les différents étages climatiques où on pouvait se rendre. Si on avait telle maladie, il fallait être à 800 mètres de hauteur, donc assez loin en hauteur, mais si on avait telle maladie, il fallait être juste à 150 mètres de hauteur, etc. Donc il y a une classification médicale et topographique des lieux ici. Vous rencontrerez ça même dans les traités des guides médicaux des années 1830, c'est très clairement indiqué. Donc on venait donc pour prendre le bon-être, et on venait aussi pour certains prendre le bain de mer, ce qui était rare. Mais Russell, encore un Anglais, avait imaginé que, notamment en Angleterre, il y avait des sources thermales, certes, il y avait Bath, etc., mais on avait une eau qui avait des tas de qualités qui étaient tout autour de la grande île, donc pour l'Angleterre, et cette eau-là pouvait avoir les mêmes principes hygiéniques et médicaux, donc et médicaux, pour pouvoir soigner. Et donc M. Russell disait, il faut plonger la personne dans l'eau de mer, et là, toutes ces humeurs, parce qu'on croyait beaucoup aux humeurs au XVIIIe siècle, toutes ces humeurs vont partir. Et donc au plus vous la plongez, donc au plus l'effroi va venir, au plus au contraire, les mauvaises humeurs vont partir.
Donc on avait imaginé, et donc il le dit bien, donc, des maîtres baigneurs solides en pleine eau, et on va plonger les gens jusqu'à 10 secondes dans l'eau, donc ils sont un peu comme ça, ils ressortent, et de nouveau on les plonge. Et la prescription médicale va jusqu'à dire 20 séances, et chaque séance devra être 10 fois plongée dans l'eau, ou quelquefois plus, ou quelquefois moins, et au moins 3 semaines, sinon ce n'était pas possible. Donc les pauvres malades devaient subir cet aspect, et on le faisait dans l'eau. Je vais vous montrer comment, et puis après je reviendrai sur la topographie. Voilà. Dans des machines comme en haut à gauche. Vous voyez en haut à gauche, c'était des cabanes avec des roues, et on descendait dans l'eau, comme ça. On pouvait donc se déshabiller, donc ça servait en même temps donc, pour pouvoir se mettre en costume de bain, c'est inutile, c'était simplement une chemise que l'on mettait, et donc on se plongeait dans l'eau, et il y a des séances comme ça. Donc, cet élément-là, pour Nice, on n'en a pas beaucoup entendu parler jusqu'à présent, parce que ces photos-là ont été retrouvées que assez tardivement, et puis on regardait le premier plan. Vous voyez, par exemple ici, sur cette grande photo-là, on regardait bien sûr la construction de la promenade, mais personne ne regardait au bout là les petites machines qui sont là, et les machines qui étaient sur des rails, enfin sur des planchers, et donc qui permettaient de descendre sur la plage de Galets jusque dans l'eau. C'était des habitudes qui faisaient ça. Bon, c'était quelques personnes simplement qui faisaient ça, mais c'est quand même important donc, de pouvoir voir ces premiers bains dans l'eau. Donc le climatique et le bain. Ce qui n'empêchait pas aussi de faire du thermal. Pour on voit dans les guides, dès les années 1800, fleurir des sortes de hammams. On disait aujourd'hui les centres de thalassothérapie, mais ça s'appelait simplement les bains de ceci, les bains de cela, les bains du Lazaret, du docteur Intel, etc. Donc il y avait beaucoup de bains spécifiques, spéciaux, imaginés par les docteurs, qui en même temps, quelquefois, avaient des stations thermales. Quand on appelait stations thermales, ils avaient en tout cas des éléments thermaux dans la montagne, et ils essayaient d'attirer le touriste, comme ça, en même temps qu'ils étaient à Nice, et de pouvoir fabriquer et faire marcher des bains dans la ville de Nice, et quelquefois aussi des bains qui étaient en dehors de la ville. Je vais remonter à la diapositive suivante, où ces gens-là vivaient. C'est ça qui nous intéresse ce soir. Bien, la ville était pleine. Je vais peut-être essayer de montrer. Voilà. Donc la ville était pleine. Il y avait donc deux routes importantes, la route vers Turin et la route vers la France. Et en même temps, c'était le comté de Nice, et donc il y avait la frontière. Donc les Anglais vont commencer à se mettre ici, là comme ça, parce qu'ils vont pouvoir profiter, ils ne vont pas être en bord de mer, ils ne vont pas être sur le front de mer, donc pas à l'emplacement de la promenade des Anglais, ils vont être le long de ce chemin. Voilà. Le Newborough. Ah, on ne le voit pas là. Donc il n'y a pas de. Mais. Ils vont pas être en bord de mer, ils vont être en arrière. C'est sur ces éléments, peut-être qu'il y a certains qui vont trouver un moyen de préparer. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'était on s'établissait dans des villas au bord de la route. C'était pas du tout pour pouvoir voir directement, et les ouvertures étaient l'ouverture sur la route, et l'autre côté était l'ouverture sur le jardin. Et le jardin donnait sur un petit chemin de terre, et après seulement vous voyez la mer. Mais on n'allait pas du tout là pour ici avoir son appartement et avec vue sur la Méditerranée. C'était pas le problème. On venait là pour respirer, pour avoir l'entre-soi, et aussi ces gens-là vivaient en colonie. Le plus important, c'est la colonie. Que vous retiennent bien que c'était des cercles de personnes étrangères ici, qui vivaient en colonie. Donc la colonie des Anglais est ici, et la route
ici, qui démarrait à la Croix de Marbre, là, voilà, ici, voilà. Et donc, en tout cas, c'est les historiens comme M. Boyer qui ont fait un travail magnifique, plus les historiens niçois également, donc Michel Stève, donc M. Pottron, etc. Donc, tous les historiens nous disent le nom de famille. Il y a même une spécialiste anglaise qui connaît même le nom de 80 familles qui étaient ici dès 1780. Et donc, on sait que sur les 80 familles étrangères, les majorités, au départ, étaient anglaises. Il y avait 78 familles sur les 80 qui étaient d'origine anglaise, qui dans les années 1784-88, en tout cas, séjournaient ici. Ce qui est important, c'est que donc ils vivaient à part, dans le New Borough, donc dans le faubourg, ici, et que dans ce faubourg-là, il y avait, comme toujours, des cercles. Et donc des cercles d'étrangers. Au début, c'était un salon, et donc les gens venaient dans l'emplacement où il y avait le plus de possibilités de salon. Mais c'est important, cette idée de cercle, parce qu'on se retrouve entre soi, et ça permet bien sûr de parler, d'éventuellement pour certains de faire des correspondances, d'autres de lier bien sûr des amitiés, et de pouvoir aussi le soir danser, écouter de la musique, se divertir, etc. Pas toujours des jeux de hasard comme maintenant dans les casinos où il n'y avait pas de machine à sous, c'est pas tout ce que je parle, mais c'est le cercle, l'assemblée. Et donc ce cercle d'assemblée a continué ensuite. Quand la ville va être plus importante, il va y avoir le cercle méditerranéen. Et ces cercles-là, c'est l'élément, disons, de communauté d'un lieu de villégiature. Il y a toujours, dans tous les lieux thermaux et ailleurs, des cercles privés ou publics, ou semi-publics ou semi-privés. Il faut avoir sa carte souvent, hein, et puis même quand c'est public, il faut quand même. Il y a des gens qui sont des visagistes, on a des carnets de visagistes comme ça ici, hein, et donc il y en avait qui étaient interdits, qui se faisaient interdire, et d'autres au contraire, et il fallait pouvoir bien sûr dire le nom de la personne, puisque si vous êtes dans un cercle, il faut qu'on puisse vous reconnaître. Et donc, décliner son identité, c'est des signes qu'on n'était pas connus. Et donc, il fallait que quelqu'un puisse dire c'est le Maharaja de Kapurthala qui est ici, c'est la baronne Van Diersk qui était là, etc. Et donc, ces cercles-là, c'était des cercles qui faisaient voir qu'on était dans une villégiature de classe, de renom. Et donc, ces cercles, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est les prémices, en tout cas, des casinos. Qu'est-ce que exactement on va... Donc on a vu un peu que, eh bien, on va retourner le système qui était sur la rue dans la diapositive antérieure, eh bien, on va petit à petit en faire un système qui va se tourner vers la promenade. Donc en 1822, ça tout le monde connaît l'histoire ici, on va alors établir le long du chemin qui était ici, on va élargir le chemin, et encore l'élargir, et encore aujourd'hui jusqu'à avoir 15 mètres, 20 mètres, et même plus sans doute, parce que comme on fait de l'enrochement encore en ce moment, c'est sans doute qu'un jour cet enrochement-là va encore servir pour pouvoir encore gagner sur la mer, parce qu'il y aura de plus en plus d'activités sur la promenade, et donc s'il n'y a pas une législation qui va, au niveau patrimonial, arrêter sur la mer, vu le prix du mètre carré ici, le mètre carré de la promenade vaut le coup en tout cas de toujours élargir. Donc c'est le principe, donc, à partir d'une première voie on en construit une seconde, et puis après on va construire une ligne, et après sur la ligne on va aller plus loin, et encore plus loin, et donc on va élargir au fur et à mesure. Et là, vous voyez qu'avant il y avait des maisons qui donnaient sur la rue, le jardin était là, et voilà les clôtures des jardins. Et petit à petit, on va, dans ces clôtures de jardin, construire des immeubles qui auront 1 km sur la promenade des entrées. Voilà l'élément. Alors, l'élément le plus connu et qui est encore visible, qui était la villa Vic, donc de Lady Penelope Rivers, qui va être ensuite connue sous d'autres noms jusqu'à aujourd'hui, qui va appartenir ici, donc qui est encore visible.
C'est une villa qui avait donc ces deux côtés, le côté donnant sur le jardin, là c'est une vue bien sûr un siècle après sa construction, ou pas loin, et donc les militaires s'étaient donnés pour les soldats malades, les blessés, je crois que de la guerre de 70, donc Fort Adouen, le nom maintenant qui lui est resté, sur ce bâtiment néoclassique, vous voyez, avec des alenforts et donc des prolongements ici, de part et d'autre. Mais c'était une maison comme on pouvait en trouver, je dirais, partout. Il n'y avait pas de grande baie qui donnait sur la mer, ni quoi que ce soit. C'était une maison néoclassique, un petit château, on peut dire, bourgeois, mais sans décorum particulier. Donc, on va construire dans les premiers temps le long des voies et aussi sur les hauteurs. Entre 1760 et 1860, ça va être vraiment le lieu privilégié. Les hauteurs, parce que c'était prescrit au niveau médical, et le long de ces voies-là, parce que bien sûr, c'était plus proche pour avoir ces cercles. Un autre exemple de construction sur les hauteurs, je donne que des exemples ce soir, c'est la villa Payon, donc construite vers 1850, donc déjà à la fin de la période par rapport à celle que vous avez vue précédemment, et donc qui est ici. Voilà. Vous voyez, donc ce sont des constructions néo-palladiennes, italiennes, on va dire, avec tout en terrasse, ici, comme celle-là aussi, et avec des grands parcs. Bon, la gravure a amélioré certainement le parc, bon, il faut quand même, et à la main les dessinateurs qui est là. Mais en gros, au niveau de la masse en tout cas, et de l'ordonnance générale, on sent bien qu'on est sur une pente et qu'on a des villas italiennes qui se mettent sur les collines, ici petit à petit. Donc voilà les deux principes, construire le long des routes, et après petit à petit, entre la Fontaine des Anglais et la rue de France, et aussi sur les hauteurs. À la même époque que la villa Payon, il y a un colonel anglais, bien sûr, qui va construire cette colline. Le colonel Smith, architecte, musicien, qui a reconstruit des bâtiments romains, etc., une carrière extraordinaire, qui revient en pays, donc à Brixton, et reconstruit le château de famille à la Mongole, puisqu'il avait beaucoup construit comme ça, et il découvre le site là, c'est magnifique, donc, du Montboron, donc il est ici, là, dans cette direction-là, et il décide de pouvoir dominer l'ensemble de la baie des Anges et de construire toute une série de terrasses avec son manoir, son château de folie néo-mongole et médiévale. Je reprends souvent d'ailleurs les décorations qu'il avait fait en Angleterre, et on a là la construction à peu près terminée, pas totalement ici, avec son pavillon de musique, ces différents escaliers qui descendent dans les terrasses, et il pouvait descendre donc jusqu'à un petit embarcadère qui était tout à fait en bas. Donc, toute la terrasse lui appartenait, et c'était ce qu'on peut appeler une folie. On a encore la chance qu'elle existe, un peu dénaturée quand même dans son environnement, et notamment dans son parc, mais il y a un pavillon de musique qui est là, et on n'entend plus de la musique déjà depuis plus d'un siècle. C'est bien de pouvoir refaire des fêtes dans ce pavillon qui a vraiment une sonorité magnifique. Il y a aussi des décors de différents princes qui ont été mis là autour, etc. Enfin, il y a des lieux encore pas très loin d'ici qui ne sont pas ouverts pour les journées du patrimoine, qui pourraient être ouverts parce que c'est protégé des monuments historiques, et qu'on pourrait aller retrouver et revisiter. En tout cas, c'est un haut lieu. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un haut lieu du patrimoine de la villégiature d'hiver niçoise. Et extérieurement, en tout cas, c'est bien conservé. À l'intérieur, il y a encore des décors d'origine, et en tout cas, ce pavillon de musique est magnifique. Un pavillon de musique au milieu donc, de la terrasse, il faut maintenant imaginer, parce que bien sûr, bon, il y a eu des constructions, des permis de construire qui ont été données jusqu'à l'embarcadère, mais il y a encore des choses qui existent. Et donc aller redécouvrir ça au moins une fois par an,
serait vraiment magnifique. Mais bon, on parlera du patrimoine après, hein, parce que sinon, si on mélange tout, c'est pas rigolo. Pour la plupart, on vivait en hôtel. C'était moins rigolo que d'aller dans ce magnifique château. C'était l'hôtel vraiment lambda, hein, l'hôtel du Grand Brésil. Il y avait d'autres hôtels, hein, il y en avait plusieurs dizaines. Mais donc c'était un immeuble et on y allait, souvent on louait un appartement donc avec plusieurs chambres. Et si on décidait de revenir l'année d'après, on essayait de voir si on avait un peu d'argent, si on ne pouvait pas acheter un terrain et puis construire sa villa ou construire quelque chose. Et au départ, on vivait dans les hôtels. Pour ceux qui avaient moins d'argent, ils vivaient dans des meublés jusqu'en 1860 et après bien plus tard. Nice a été aussi non seulement la capitale d'hiver, mais la capitale des meublés en France. Il n'y a jamais eu de ville, il y a eu autant de meublés. Le terme meublé, il vient ce qu'il veut dire, et des meublés pour l'hiver. Pas pour la qualité, c'est fermé. Donc il y avait la moitié du temps qui était ouvert, et l'ouverture c'est déjà. Donc vous voyez, on rentre ici en calèche, à l'intérieur, il y a une petite cour, il y a un escalier là, donc, et l'escalier, un ou plusieurs escaliers, desservaient l'ensemble. Et donc ici, on avait des appartements, au moins de 3, donc on pouvait loger quelques dizaines de personnes pendant l'hiver, qui commençait bien sûr en octobre et qui finissait en avril. C'était le contraire presque d'aujourd'hui. Avec déjà quelques petits cas, c'est un bâtiment à mon avis qui a été construit entre les années 50 et 60, mais il faut demander aux historiens qui sont ici. Toute l'histoire reste à faire pour Nice, enfin une partie en tout cas de l'histoire reste à faire pour beaucoup de bâtiments encore de Nice. Et vous voyez qu'il y a quand même présence de ballons, mais qu'ici, il n'y a pas grand-chose. C'est toujours des petites fenêtres, très simples. Pour la seconde période qui nous intéresse, parce que le temps commence à passer, c'est vraiment tout. C'est pas uniquement les Anglais qui viennent, c'est pas uniquement les Anglais et les Russes, c'est vraiment toute l'Europe. Le Monténégro, tous les petits pays, les petits royaumes, etc. Tout le monde va avoir une représentation et venir ici. C'était vraiment ce que les historiens et les romanciers et tout le monde appelait le salon de l'Europe. Et c'est ça le particularisme de la ville de Nice, c'est que pendant plus d'un siècle et demi, vous avez été le salon de l'Europe. Vous avez été non seulement une capitale pour l'ensemble du pays européen, mais bien plus, puisqu'il y avait aussi des Américains du Nord et Américains du Sud. Vous avez aussi des Égyptiens qui venaient, vous avez des Turcs qui venaient, etc. Donc vous aviez plusieurs continents qui venaient ici, donc beaucoup du Nord, donc de Nice, et beaucoup de l'Europe du Nord, mais c'était vraiment un salon permanent, et on entendait parler toutes les langues, et il y avait, on voit bien sur les annuaires, des professeurs d'anglais, des professeurs d'allemand, des professeurs de ceci, des professeurs de cela, parce que il fallait au moins que, quand on servait à table, quand ceci, quand cela, il fallait quand même un minimum pour le service, même si les gens vivaient en cercle et en colonie, il fallait quand même avoir un langage véhiculaire, tout le monde ne connaissait pas le français, encore que ceux qui venaient là, pour beaucoup, savaient le français, mais ce n'était pas uniquement la langue pour tous. Et il va commencer à y avoir une explosion des guides de voyage. Regardez, tapez, maintenant vous avez tous Internet, donc tapez sur le site de Gallica, de la DNF, Nice, tourisme, guide, et vous verrez des dizaines et des dizaines de guides qui sont en entier, hein, que vous pouvez lire de A jusqu'à Z avec des publicités, etc. Donc si ça vous amuse un soir, allez lire les guides des années 1830, 1870, etc. Vous allez découvrir des mondes merveilleux d'habitude, comment on vivait dans un meublé, quelle était la distribution intérieure, comment les gens eux-mêmes vivaient ensemble. Et là j'en ai pris deux comme ça. Le conseiller donc, du tourisme de Carly des années 1860, et surtout les premiers guides bleus. Le mot bleu d'ailleurs n'est pas indifférent, hein, c'est ici, en tout cas qu'aussi on a eu l'idée de guide bleu, mais qui n'était pas fait par les guides bleus Hachette, qui était totalement indépendant au départ. Et donc le livre pratique et pittoresque, donc des années 1880, où il y a eu beaucoup d'éditions de ce guide bleu,
ils vont voir au fur et à mesure les plans changer, le nombre d'hôtels aussi changer. Mais on peut en citer bien d'autres comme ça. Mais allez les voir, ils sont à disposition de tout le monde. Allez aussi dans les bibliothèques ici, hein, vous les trouverez, et avec de belles reliures, etc. Et allez aussi, il y a encore quelques magasins qui sont encore un peu perdus, mais dans la vieille ville encore, j'ai vu le magasin Montani, voilà, et il y a encore son décor d'origine, une partie de son décor. Vous verrez que c'était le fournisseur de la reine Victoria. Mais aussi, parce qu'il y a quelques dizaines d'années, on a cassé la vitrine, il était marqué aussi fournisseur du prince de Monténégro, et aussi fournisseur aussi d'une autre royauté. Donc, et là, on achetait les guides de voyage, on achetait les cartes, etc. Donc, si vous voulez vous replonger dans l'ambiance, allez dans cette librairie qui, j'espère, est un élément du patrimoine niçois, parce que je ne sais pas si ça durera encore quelques dizaines d'années, parce qu'avec Internet, avec tout ça, ça m'étonnerait que ça puisse encore vivre beaucoup, mais en tout cas, allez-y et protégez-le aussi du patrimoine immatériel si c'est possible, et allez la voir. Donc, il y avait beaucoup de ces petits lieux-là, et dans ces lieux-là, bien sûr, c'était pas uniquement pour acheter, on se rencontrait et on se donnait les bonnes adresses. On disait, ah oui, mais je suis à tel hôtel, ah oui, mais à cet hôtel-là, etc. Et dans les hôtels, et ici, il y avait les guides des étrangers, les journaux. Et dans les journaux, quand vous étiez donc, dans l'hôtel Intel ou dans un meublé, vous donniez votre carte. Un journaliste venait collecter les cartes, au moins une fois par semaine, et on publiait la liste des personnes qui étaient descendues à tel ou tel hôtel. Donc on savait qu'en même temps que vous, mais à l'hôtel Intel, il y a en ce moment le comte et toute sa famille, et son fils et son beau-fils, et celle qui va se marier avec un tel, etc. Et donc les potins, puisque c'était quand même une ville de potins et d'honneur, hein, la Nice, comme beaucoup de villes thermales, les potins s'alimentaient de ces listes des étrangers. Et donc on savait qu'un tel allait venir, et on lui écrivait avant pour dire est-ce que tu vas encore venir comme l'année dernière, etc. Parce que, etc. Et donc les histoires de famille, les mariages, etc. se faisaient dans ce milieu-là. On nous a parlé aussi des demi-mondaines qui venaient aussi perturber les vies familiales, etc. Mais en tout cas, ces guides des étrangers sont un élément important de la vie de la capitale d'hiver. Il faut aussi mettre bien ce patrimoine en valeur, c'est-à-dire que personne, encore aujourd'hui, n'a fait une thèse sur les étrangers à travers ces éléments de journaux. C'est magnifique, parce que c'est toute une histoire que vous pouvez retrouver. Parce que j'ai retrouvé dans les châteaux en Angleterre des correspondances qui étaient donc reçues de Nice, et en même temps on savait que la famille était dans tel ou tel hôtel à Nice. Donc on pourrait très bien, là aussi dans les archives privées, ou grâce au site internet qu'on a, faire appel aussi aux familles, aux anciennes familles d'étrangers qui ont des archives sur la ville de Nice, des correspondances sur la ville de Nice, et de savoir ce que les grands-grands-parents disaient de la ville de Nice, etc. Donc il y a vraiment un réseau, retrouver ce réseau international qui était donc au cœur de la ville et qui faisait vraiment marcher cette ville, c'est très important pour le patrimoine de Nice. Une autre petite carte, mais après j'arrête dans les cartes parce que c'est pas très rigolo. Mais il faut quand même faire voir l'extension, hein, c'est important. La plus grande extension, c'est ça. C'est-à-dire que le rattachement à la France va permettre en tout cas au PLF de venir jusque-là et après de pouvoir continuer et d'aller jusqu'à Saint-Cloud. C'est bien sûr pour Nice, mais après, on a payé suffisamment les actionnaires du PLM pour aller rapidement jusqu'à la ville des villes et donc jusqu'à la capitale du jeu, peut-être pas la capitale d'hiver puisque la place était déjà prise, mais la capitale du jeu. Et donc le PLM a ici inondé, s'est arrêté et a inondé donc, la ville. Donc vous voyez que les constructions là, bon ça s'est densifié, mais surtout la ville s'est densifiée entre le chemin de fer et la ville ancienne. Et que donc avec le plan du Concilio Dornado et après, puisque c'était mis très longtemps à se mettre en route, l'ordonnancement ici très bien fait, un peu plus difficile là, mais donc c'est fait en phase successive,
Et donc on a un aspect orthogonal donné donc, par la voirie, qui était une voirie de spéculation immobilière. Alors je ne rentrerai pas dans le détail de la spéculation immobilière, je crois que vous allez avoir d'autres conférenciers bien plus qualifiés que moi, comme Véronique Klein, qui a fait sa thèse sur le sujet et qui connaît tout par cœur. Mais en tout cas, il faut savoir que cette ville-là, c'est une ville quadrillée de colonies, et comme dans toutes les colonies, on les quadrille, et en même temps, on rentabilise les parcelles d'angle, les parcelles. C'est pour ça donc, que vous avez des parcelles d'angle si architecturées et si décorées dans la ville, parce que c'était des parcelles qui valaient jusqu'à 4, 5 ou 6 fois plus cher que la parcelle qui était juste à côté. Parce qu'il y avait deux côtés dans la ville. Quand vous êtes à un angle là, ici, là, vous avez là et là. Donc commercialement, il y a eu du rapport. Et donc toute la ville est basée sur un rapport financier. Donc le décor que vous croyez comme ça, qui est là, et le décor, regardez-le et regardez-le par rapport à l'urbanisme. Il n'est pas totalement immeuble sur la promenade des Anglais ici. Vous regardez bien le traitement des angles et tout, et vous verrez que donc il y a un rapport très net entre ces deux côtés, la voirie d'un côté, les plans de voirie et aussi l'architecture. Ce qui a fait démarrer la ville, c'est bien sûr aussi la gare, donc les Anglais d'un côté, on va dire en gros première période les Anglais, mais il fallait bien que les en viennent. Donc au départ, on pouvait venir en crèche, on pouvait venir là, on pouvait venir en yacht aussi, mais ça ne faisait pas venir avec tout le monde. Donc d'un seul coup, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, grâce au chemin de fer, qui sont venus. Si vous voulez avoir les statistiques, vous voyez ça. J'en ai ici, c'est pas très important. Voilà, de 63 à 74, le trafic ferroviaire est multiplié par 3. Le nombre d'arrivées passe de 106 000 à 300 000 en l'espace de 10 ans. Donc c'est 310 000 personnes qui, dans l'année, passent ici. C'est pas négligeable. Ça commence à faire du commerce et donc il y a de la place donc, à avoir pour les accueillir. Et donc tout le monde passait par ici. C'était le point d'arrivée. Alors vous avez sur toutes les représentations le nombre de machines d'abord de calèches et ensuite de machines hippomobiles et puis de voitures, parce que tous les hôtels avaient bien sûr leur voiturier qui allait là, etc. Mais ce qu'on n'a pas protégé vraiment, c'est le signe même de cette gare internationale que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a 27 éléments d'armoirie représentant 27 villes différentes qui se trouvent totalement cachées entre la halle métallique et le revers de la gare. Personne ne les regarde aujourd'hui. Et donc, c'est toutes ces villes qui alimentaient, donc j'en ai représenté quelques-uns, c'est bien sûr la ville de Nice, là c'est une ville allemande, et là c'est le vestibuaire de Rome. Mais essayez d'établir, j'ai d'ailleurs pas retrouvé aucun livre aujourd'hui, même les plus beaux livres de M. Chautron, etc., ne signale la lecture de toutes ces armoiries-là. Et pourtant, c'est toute l'Europe qui vient là et qui est décrit dans la gare. À l'intérieur aussi, il y a des magnifiques vestibules, des lambris. Bon, on ne les retrouvera plus jamais, mais il y a encore quand même quelques blasons ici à l'intérieur du hall. Et regardez, on voit vraiment qu'à un moment donné, Nice était vraiment une ville internationale. Je ne sais pas ce qui va devenir, quel est l'avenir d'eux. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'était une ville certes internationale, mais rattachée à la France. Ce certain Louis-Jules Bouchot, l'architecte en chef du PLM, il a reproduit ici un élément d'abord d'architecture à la française, le brique et pierre. Ici, il n'y avait pas le brique et pierre. C'est de l'architecture du cœur de la France, le brique et pierre. Et regardez à Vichy, regardez sur toute la ligne du PLM. Les grandes gares ferroviaires du PLM sont toutes en brique et pierre. Et donc c'est le signe même que c'est Paris qui a imposé son architecture. En plus, quand vous voyez ça, dans toutes les gares du PLM, c'est le même ornement avec les chérubins, l'horloge, etc. C'est le signe également du PLM, parce qu'il fallait que les trains soient à l'heure.
Donc on mettait l'horloge bien en évidence, bien claire. Et donc ces signes-là sont des signes en tout cas de la prise de pouvoir, entre guillemets, puisque c'était 64, 65, c'est 65 ici. En tout cas, c'est la prise de pouvoir de la France sur la ville qui vient amener donc, et qui vient rendre la ville industrielle, puisque c'était vraiment de l'industrie touristique à partir des années 60-70 qui s'installe. Et cette industrie touristique, il faut amener les gens. Et donc pour les amener, pour les attirer, on fait de l'affiche. Donc là aussi, les quantités d'affiches, il y a eu sans doute peut-être des expositions où il va y avoir des expositions sur les affiches, mais vous avez les demandes d'affiches ici qui sont là. Et les affiches sont très intéressantes pour voir le climat. Vous voyez la femme malade, à l'anguille, en tout cas, on va dire malade, qui est au-dessus d'eux. Elle n'a même pas la force de regarder la superbe des anges qui est là. Elle lit sans doute un livre, on va dire romantique, mais pourquoi pas aussi peut-être un guide, ici. Et donc elle est au milieu des fleurs, bien sûr, elle est planisse, on voit bien ici là comme ça, et elle domine l'ensemble. Et on vend l'affiche, on les vend à différents partenaires. Un, c'est souvent la compagnie du PLM qui fait faire l'affiche, donc vous allez-y, etc. Mais ensuite, le dessinateur, l'essai normal, revend son affiche. Donc dès qu'on aura des scènes initiatives, on revend l'affiche sur scène initiative et on essaye après de mettre au maximum d'autres choses dans l'affiche. On essaye de mettre l'opéra, on essaye de mettre un casino, etc. Et on revend encore une troisième fois quelquefois l'affiche. Donc regardez bien comment est composée l'affiche. Donc là, c'est la ville de Nice qui a payé. Et là, c'est la compagnie des Wannonnies. Et là, c'est le PLM. Et donc, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le lecteur du commanditaire, et vous voyez bien comment s'organise l'affiche. C'est pour avoir les horaires de chemin de fer, là, et parce qu'on a créé une nouvelle ligne, le Méditerranée Express, donc, qui permet de redonner. Et donc, quand on a la tête d'affiche, la tête de pont, des publicitaires comme le casino de la Chute Promenade, on le met au centre, bien sûr. Et même quand on l'a voyé, il est au centre. Et il est toujours là dès qu'il est apparu. Parce que c'est ce qui attire le bruit, c'est de faire comme les casinos, comme en Brighton, et comme ailleurs. C'est le seul lieu en France où on a ça. On a essayé à trouver un petit peu, on n'a pas réussi. Mais là, on n'a pas réussi une première fois, il a roulé. Mais la deuxième fois, il est resté quand même pendant quelques dizaines d'années. Donc, c'était ça, ce qu'on appelle au niveau langage commercial, la tête de Mondor. C'est là où on attire les regards, et donc on attire le regard par le casino. Revenons un peu. Revenons un peu à notre promenade. Donc, on l'a vu donc, il y a environ une génération. Vous voyez qu'on commence là à construire en bord de mer. Et qu'on construit également ici. Le petit chemin qui est là, on l'a multiplié par deux, on l'a délimité, donc on a fait une voie de centre, et en plus, le long de la mer, on a également mis donc, des lauriers, donc un aspect paysager, pour que les embruns s'arrêtent et pour avoir un chemin piétonnier. Ou un chemin plutôt pour pouvoir en mettre ou piétonnier, ou ici, en tout cas, un chemin cavalier. Il y avait le chemin cavalier, le chemin routier, on va dire, pour les calèches, et le chemin piétonnier. Donc il n'y avait pas double sens comme aujourd'hui, il y avait simplement séparation et spécialisation de l'île. Et également densification, c'est-à-dire que aux maisons le long de la rue de France ici, de la France, on va avoir petit à petit des hôtels et des bâtiments qui vont être le long ici de la promenade des Anglais. Après ça va être plus lâche, mais vous voyez que ça ne demande qu'à s'organiser et aller donc, à faire un fond ici petit à petit. Et ce qui va être tout à fait au bout, ici, va être là aussi privilégié, puisqu'il va toujours avoir la coupure avec le paillis. Et donc ce lieu-là va être un lieu où on va pouvoir mettre des squares, comme les squares à l'anglaise. On n'a pas mis très jeune ici, parce que ça ne se prêtait pas, mais on a mis des squares. Et il y a des squares aussi privés, ici,
été mis le long de ce problème. Voilà ce que ça donne depuis le casino de l'Acheté. Donc ici, on est dans un des minarets de l'Acheté. Le photographe prend le château des Anglais, le château qui va être, enfin l'hôtel des Anglais, le grand hôtel ici qui va être le long de la place, et surtout, il va voir le casino municipal. On va avoir le cercle de la Méditerranée, le casino municipal et le casino de la Cisjordanie. Le point et le marqueur de l'importance d'une ville balnéaire, c'est deux choses. Les grands hôtels et les palaces, et le nombre de casinos. Et ici, on converge vers les deux à la fin. Si vous n'avez qu'un seul casino, il y en a une toute la fin. Si vous avez un palace, c'est déjà mieux. Et ici, vous aviez vers 1900, donc environ 20 à 30 palaces. Et un palace, c'est 200 à 400 chambres. Et le nombre d'hôtels, en 1913, c'est 192. Donc vous voyez le nombre de personnes qu'on peut mettre dans un hôtel. C'est plusieurs trains entiers qu'on pouvait mettre dans un palace. Donc c'était important d'avoir d'une part une capacité hôtelière très forte et d'autre part aussi d'avoir petit à petit le confort, et donc le confort à la française qui va être tous les éléments. Donc le premier ici, ça va être l'hôtel qui va avoir le premier, comment on appelle ça? On n'appelle pas ça un ascenseur au départ, on appelle ça une machine hydraulique, parce que c'était fait, c'était pas avec le même principe des puits, mais c'était fait avec un principe différent qui avait été de monter, donc et de soulever l'élément. Donc tous ces systèmes mécaniques, mécanisés, tous les systèmes de la communication avec les téléphones vont être très très forts pour pouvoir mettre donc, les personnes dans une ambiance confortable. Ces éléments de confort vont être toujours utilisés dans les stations balnéaires. Et donc, dans les cas où il faut rapidement trouver des lieux pour mettre beaucoup de personnes et de grande qualité, qu'est-ce qu'on a fait à Yalta? On a l'ancienne Italie, dans la villa balnéaire, tout ça. Et à Yalta, on l'oublie, mais c'est d'abord un lieu qui était, bien sûr, en Russie, c'était important vis-à-vis de Staline, parce que sinon, ils ne pouvaient pas se déplacer. Donc, les Américains, les Anglais étaient rendus à aller se déplacer, aller un peu à cause de ça, mais aussi, c'était pas rien d'être reçu par Staline dans l'ancienne résidence d'été, tout ça. Et aujourd'hui, que fait Mme Merkel lorsqu'elle invite Bougéville? Eh bien, elle va dans la plus grande station balnéaire sur la mer Baltique, Ellingandam, et elle invite tous les gens de Génie. Donc c'est toujours les mêmes stations balnéaires, et ici à Nice, vous avez eu encore récemment des grandes réunions internationales, puisque d'une part le site prête, mais d'autre part aussi, ça ajoute au prestige de la ville que les plus grands de ce monde viennent encore aujourd'hui. Et même une petite ville comme Deauville, eh bien, ils ont réussi, je crois en 2007 ou 2008, à avoir aussi à chaque fois donc des grandes réunions. Donc aujourd'hui, on continue un peu ce principe de la capitale et de la ville d'hiver, d'accueillir les grands hivernants. Alors ici, on a accueilli Victoria, on a accueilli le Tsar, on a accueilli beaucoup de grands dans le XIXe siècle, mais aussi, ça appartient au prestige de la ville de continuer à avoir cette capacité d'accueil sur le monde entier pour encore être ce salon du monde. Voilà un des grands palaces, et il y en a d'autres. J'ai pris celui-là, il y avait beaucoup de représentations dans les affiches. Ici, une affiche anglaise, et là, une affiche française, et c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on essaye de faire croire qu'il y a un amphithéâtre, il n'y a un seul type de front de bâtiment. En réalité, il n'y avait pas la place, puisqu'on épouse la forme de la colline, et toute cette partie-là, ici, est endommée. Voilà. On a le jardin, c'est toujours indispensable d'avoir le jardin autour de la villa, mais aussi autour de l'hôtel, et dans le jardin, la laune de Nice, la serre d'hiver, et les plantes exotiques. On n'a pas parlé, mais c'est indispensable aussi,
on verra dans l'architecture, de pouvoir être dans l'exotisme. On n'est pas dans l'architecture qu'on retrouvera en ville. On est dans une architecture, dans une ambiance paysagère qui fait rêver. Et ce qui fait rêver, c'est les architectures et les paysages qu'on n'a pas habituellement. Donc on implante ici beaucoup de plantes qui viennent donc des pays dits exotiques et on les acclimate. C'est plus les orangers et les oliviers, mais c'est bien les palmiers, les eucalyptus, etc. On a mis ensuite ici, tout à fait au bout, la statue de Victoria, pour rappeler donc, que pendant 3 ans, donc, elle occupait ici cette aile-là, et qu'on a construit, les gens ont dit, mais c'est aussi un peu vrai, on a construit pour la reine Victoria, ici une partie, parce qu'avant elle était vacante, donc on a essayé de la faire venir. Là aussi on fait venir les gens de ce monde, parce que c'est pas parce qu'ils payent largement les gens, c'est aussi parce que c'est un renom commercial, et on peut dire que la reine Victoria est ici, donc moi tout petit, je peux quand même aller dans les lieux où la reine a été avec son titane et sa calèche. Voilà un lieu d'exotisme ici, l'Alhambra, et bon, beaucoup moins, vous voyez, bon, j'ai pris exprès les hôtels qui se voulaient des palaces, mais qui étaient bon, beaucoup moins majestueux, mais dans un style assez rare quand même, dans un style mauresque, enfin, on va dire mauresque, ou on va dire en tout cas inspiré donc, de l'autre côté de la Méditerranée. On aura quelques hôtels comme ça, à Menton, etc., mais ils sont relativement rares. L'hôtel, ce qui est important, c'est que, tout au moins le grand hôtel, il faut qu'il fasse paraître la personne qui est dedans. Pour le faire paraître, il faut avoir un style, et c'est le style Louis XV, Louis XVI, etc. C'est le style royal. Et donc, c'est ce style-là qui sera privilégié pour les grands casinos pendant toute la belle époque, ainsi que les grands hôtels. Le grand hôtel impérial aussi, qui est dans le secteur, en tout cas, occupé par les Russes, donc un peu plus haut, là, à côté, donc, ou un peu plus haut en tout cas, que la cathédrale orthodoxe, que vous connaissez tous aujourd'hui. Et donc, maintenant, je prends un lycée, et on a réduit considérablement pour les problèmes de toiture, ici, les toitures là, et les loggias qui étaient là ici, étaient un signe distinctif, hein, la loggia orientique était un signe distinctif entre 1895 et 1915. Tout grand hôtel devait avoir sa galerie d'attique en loggia. C'était pas uniquement à Nice, hein, quand vous allez à Pau ou quand vous allez ailleurs, et même à Paris, vous avez des attiques comme ça. C'est signe que non seulement vous aviez la vue, mais vous pouviez être sur une terrasse et avoir des grandes terrasses ici, abritées, ici pour l'hiver. On a d'autres palais comme l'Ermitage, qui, donc, toujours dans les mêmes années, ou éventuellement le Grand Palais. Alors là, c'est la gravure aussi hein, qui donne, mais quand même, quand on est en contre-plongée, quand on le voit encore, si on a la chance qu'il existe encore, on a transformé en appartement, en immeuble, donc sur le quartier Caravasset, il y a quand même encore une très grande prestance. C'est bien ce qui va être reproché à la ville, c'est-à-dire que les plans d'urbanisme ne vont pas du tout être suivis pour les hôtels. On va mettre les hôtels là où on a une vue, là où on peut avoir une grande terrasse, et là où on pouvait occuper un maximum de terrain pour avoir tout autour les jardins, etc. Et seulement, c'est pas uniquement les hôtels qui construisent la ville. Et donc on va s'apercevoir très vite, dans les années 10-20, qu'on ne peut plus faire grand-chose parce qu'on a l'hôtel juste dans la vue. Donc on devra bifurquer, on devra construire dans les jardins, etc., si on veut encore avoir. Et donc cette question de l'hôtel, c'était intéressant parce que ça donnait une plus-value rapide et une spéculation immobilière dans la ville. Mais seulement ça a perturbé gravement et pour longtemps la ville et la perception de la ville et le paysage de la ville. Donc d'un côté on a un paysage très particulier, et de l'autre côté c'est des immenses casernes qui vous bloquent l'ensemble d'un quartier et d'un paysage. Donc il y a des discussions, on reviendra là-dessus.
on peut pas, c'est l'incontournable, le Negresco, qui avait à son époque, donc en 1912-1913, l'élément le plus confortable, certainement, de l'ensemble de la France et de l'ensemble de l'Europe. Niermans et Negresco, le roumain Negresco, qui était l'hôtelier, donc il y avait Darak, le financier. Il y a toujours 3 personnes dans un grand hôtel. Hein. Il y a le financier, qui lui-même a des actionnaires derrière lui, etc. Mais en tout cas, qui a une capacité financière, parce que pour le construire ces grandes baraques, il fallait beaucoup d'argent. Il y a un savoir-faire, et donc c'est l'hôtelier, les hôteliers suisses, et ensuite les hôteliers comme le roumain, comme Malaisie, etc. Et troisièmement, il y a l'architecte. Et c'est le mariage entre les 3 qui fera un bon hôtel ou pas. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez faire un grand palace. Il faut aussi un bon hôtelier qui dise bien, oui mais là, l'espace de réception, il faudrait plutôt l'orienter comme ci, comme ça, il faut faire un escalier pour le service direct, pour ceci, cela. Là maintenant, les étrangers n'ont plus du tout le goût du siècle dernier, en 1910, les étrangers veulent être reçus dans un grand salon, pour pouvoir avoir leur cercle directement dans le grand salon, et pour voir que l'hôtel puisse servir en même temps de cercle, même s'il y a un cercle pour jouer et pour le jeu, ils veulent aussi que l'hôtel serve de cercle en plus. Donc il y a toutes les habitudes que connaît bien le gestionnaire de l'hôtel, qui va indiquer à l'architecte, et en même temps ils vont aller voir les éléments qui ont déjà, comme le Ritz par exemple, et ils vont aller voir les éléments qui sont les plus à la mode à Paris ou ailleurs, et ils vont donc faire converger ceci. Même on va aller plus loin, hein, puisque donc, pour certains grands hôtels de pays balnéaires, vont aller au Canada, vont aller aux États-Unis, etc., voir les grands hôtels des États-Unis, et par exemple le Piccadilly, le Royal Picardie, pardon, à Hockey va être une copie d'un hôtel américain, dans les années 1910-1920. Donc on va aller chercher les modèles les plus fous et capables d'attirer toujours la clientèle des étrangers. Les matériaux les plus nouveaux et également les plus nobles, mais aussi pour un prix pas trop cher. Qu'est-ce qu'on fait surtout dans les analyses? C'est 1, on construit tout en béton. 2, toutes les poutrelles, on visite bien sûr, tout étant métallique. Et 3, tout étant fausse-pierre. Le Negresco est parfait comme ça. Le Negresco est en béton, plaquage de pierre, ou fausse-pierre en ciment-pierre. Même le spécialiste ne le voit pas, parce qu'on introduit dedans des grains de nacre écrasés, on introduit dedans pour certains éléments, ou on introduit dedans des vrais éléments de sable colorés, etc. On fait croire que c'est telle pierre brisée ou telle pierre rouge, etc. Donc surtout avec les Italiens qui sont juste ici à côté, on sait faire des stucs et du ciment-pierre vraiment de façon magnifique. Et enfin, ceci, c'est magnifique ces couleurs, hein, c'est magnifique cette verrière. Elle est entièrement ferraille. C'est de la ferraille revêtue de ciment-pierre. Il n'y a aucun mètre cube de pierre. Quand vous voyez les photographies de la construction, on voit bien que ça, c'est 2 IPN mis bout à bout, riftés, et après on enrobe. Et on a des moules, tout ça correspond à des moules. Pareil pour là aussi, ce sont tous des éléments, les grandes serres d'hiver ou les grands halls de ces palaces sont en métal. Le métal était vraiment roi dans ces bâtiments-là. Le métal et le béton. Et on n'y voit rien, hein. C'est vraiment c'est un bluff complet. C'est vraiment taper dessus, vous pensez vraiment que c'est. En fait, ça l'est pas. Donc tout le rôle est ici. On voit bien, avec ce style de chapiteau, ce style de colonne, de double colonne, etc., on veut être dans un château. Et il faut accueillir le client comme un prince. Et donc, au mieux, il sera qualifié de prince, au plus, bien sûr, la qualité de l'hôtel pourra être revendiquée dans tous les grands pays. Il y a aussi une autre catégorie que je voudrais rapidement faire voir, c'est les innombrables palais. Ils sont entre l'hôtel et l'immeuble à loyer.
Palazzo, etc., d'autres, ou même l'historien d'architecture aujourd'hui, ou l'historien d'histoire, ne sait pas encore trop ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que ça a changé en cours de route. Un palazzo peut être un hôtel, ensuite il peut à l'intérieur de l'hôtel avoir déjà dès l'origine quelques appartements, et puis petit à petit, s'il y a plusieurs appartements, puis le propriétaire se réserve quelques appartements ou en vend ou en reprend pour donner à sa famille, et ça devient un immeuble d'habitation. C'est assez difficile, il y a une catégorie en dessous du palace, donc du palazzo ici, où ce sont sans doute des chambres, on voit par la distribution quand on rentre à l'intérieur que ce sont des chambres avec un couloir central, etc. Donc ça ne peut pas être un immeuble d'habitation simplement. C'est encore donc, des éléments alloués, mais c'est alloué pour toute la saison, pour une partie de la saison, ou bien simplement parce qu'ici on venait pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc pour une partie de la saison. Donc il ne fallait pas simplement une petite chambre de quelques mètres carrés. Souvent, on avait sa suite, et de l'autre côté, on avait ses domestiques, et on venait avec des tonnes de bagages. Donc il fallait pouvoir mettre ces bagages-là, avoir toutes ses robes, etc. Ici, en moyenne, la personne entre 1890 et 1910, la femme devait pouvoir changer 3 fois de tenue. Et bien sûr, ne pas remettre la même tenue le lendemain. Donc ça veut dire, vous voyez, le nombre de mâles, etc., qu'il fallait amener avec soi, et tout. On ne pouvait pas trouver sur place de quoi acheter, etc. Donc, vous voyez que c'était énorme. Ce n'est pas simplement le nombre de personnes, c'est que derrière, il y avait la domesticité et il y avait tout ce qu'il y avait autour. Donc quand vous vous déplacez, on louait un wagon pour certains. Donc il y avait bien sûr le prince, la princesse, etc. Il y avait toute la famille, et la famille était nombreuse, il y avait 10-12 personnes. Il y avait les tuteurs, il y avait les éditeurs, etc. Parce qu'en même temps, on venait d'eux, etc. Et après, il y avait les domestiques et tout. Donc il y avait tout le wagon, et une partie du wagon, c'était pour mettre tous les bagages. Donc vous voyez qu'il y avait quand même des masses importantes de flux de population qui convergeaient ici. Continuons dans le palazzo ou l'immeuble à la française ou à l'italienne. Et là, on a des exemples multiples, c'est simplement des éléments comme ça. Ça, ici, on peut retrouver ça facilement sur les boulevards haussmanniens français, avec le petit élément qui est là. On a aussi peut-être plus de balcons ici quand même qu'au centre. On a quand même des éléments très forts ici, qui sont ces piliers d'angle là, donc on peut vraiment marquer l'angle ici, c'est juste à côté de la promenade des Anglais. Et là, pas très loin, donc toujours sur la promenade des Anglais, on a quand même des éléments, me semble-t-il, un peu plus tardifs, enfin quelques dizaines d'années après, qui sont beaucoup plus ouverts, avec ici ces fameuses loggias latiques, les éléments aussi ouverts ici alors qu'ils sont fermés là, ces éléments-là. Et on a le même vocabulaire, mais avec un type d'ornement et aussi ici les travées qui sont beaucoup plus marqués. Là, on n'a pas. On a une architecture ici beaucoup plus à la française. Et là, on pourrait dire peut-être une architecture beaucoup plus studiée, beaucoup plus décorée, qui ressemble davantage à ce qu'on retrouve à Turin ou en tout cas en Italie. Mais il n'y a pas d'études, encore une fois. Les études de Michel Stell sont très intéressantes et dans sa tête il y a tout, mais il y a peu écrit, donc il y a encore beaucoup à écrire sur le sujet. Et il n'y a pas encore des cohortes d'historiens d'architecture qui sont venus ici faire des travaux. Donc on est encore très très beau sur la détermination des architectes qu'on a à peu près à construire, mais après sur la construction, les distributions intérieures, les plans à faire, on a encore beaucoup à apprendre. Donc l'inventaire est à faire. Ici, un architecte qui a beaucoup construit, c'était Scioli, Jules Scioli, qui a vous voyez souvent des immeubles qui a son nom encore là, et c'était une débauche, là, une architecture de décor, ici, chargée vraiment un maximum, là. J'ai lu dans certains livres que s'il avait construit ça pour lui-même. Bon, mais
il faut confronter les ouvrages écrits et surtout n'allez pas sur les sites internet. Parce que là, c'est bourré d'erreurs. Donc je vous conseillerais d'abord d'acheter les bons ouvrages que je vous ai cités au début de ma conférence et de vous en rester là tant qu'il n'y a pas une synthèse et tant qu'il n'y a pas un inventaire de faits. Parce que vraiment, le nombre de bâtiments avec des attributions totalement fallacieuses sur les sites internet, peut-être y a-t-il un spéculateur derrière ou un agent immobilier, si un grand architecte doit se dire mais je vais vendre plus cher mon bâtiment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, bon, il y a des belles photos peut-être quelquefois, mais le reste n'allez pas là-dessus. Si vous voulez avoir du sérieux, il y a quelques livres ici et c'est suffisant. En tout cas, ici, vous voyez, la débauche d'ornement, on en met vraiment un maximum, toujours dans l'angle ou dans les oriels. Donc on multiplie les oriels, on multiplie les consoles. Et donc, Scioli, comme d'autres architectes locaux, va vraiment dans la débauche de ce type d'ornement. Un peu moins d'ornement ici, mais quelque chose de très particulier, qui est une suite de ce qui est appelé dans les annuaires Palace. Il y avait une suite pour le Palace Pax, le Palace Saint-Denis, le Palace Star, donc vous voyez tous des noms qui n'ont pas beaucoup de consonance niçoise apparemment, et le Winter Palace. Est-ce que c'était uniquement pour la villégiature? Ce que je crois, parce que est-ce que le niçois moyen voulait vivre ici, bien que ce soit au Châteauneuf, vraisemblablement c'était plutôt donc, des éléments pour la villégiature, mais vous voyez les îlots entiers qui sont faits pour cette capitale d'hiver. Il reste qu'il faut tout écrire, parce que bon, on n'a pas encore d'historien de la villégiature d'hiver, on ne sait pas qui est là, comment, est-ce qu'il y avait, ici ça devait être beaucoup plus cher parce qu'on était sur les angles, mais il n'y a personne qui a fait les plans encore de ça, on n'a pas retrouvé tous les plans à construire et tout. Donc il y a encore beaucoup à voir, mais il y a des choses très belles et mystérieuses qui restent. Allez d'ici à la gare et vous verrez des merveilles que vous pouvez voir. Allez sur les collines, vous en verrez encore d'autres. Donc il y a une découverte de toute cette architecture qui pour l'instant avait été mise un peu sur le côté parce que c'était pas la ville ancienne, du baroque, etc. Donc certains soient avaient dit oui, bon, on verra ça plus tard. Mais maintenant, plus tard, c'est maintenant. Donc il faut les voir, les prendre en compte et en faire une ville du patrimoine balnéaire. Et sur les collines, vous avez les belvédères. Là, les multiples belvédères qui sont aussi le signe d'un belvédère à l'italienne, avec la Loggia, etc. Donc c'est pas simplement la ville haussmannienne, la ville donc carroyée, bien terminée, mais vous avez comme ça des manoirs, belvédères, qui se disent villas, qui se disent castels, etc. Chacun prend un ronflant, peu importe. Mais vous voyez, ici, ce qui est plus important, c'est de voir le panorama. Soit de prendre le bon air sur la Loggia, au frais, le soir, soit d'aller voir le panorama, bien sûr. Et donc vous verrez aussi, souvent perdu aujourd'hui, mal entretenu comme celle-là, elle est donc encore en mauvais entretien, un peu mauvais entretien encore que la photo que je vous ai présentée là, mais il y a encore des éléments comme ça qui sont perdus dans le Nice et qui font partie, ce sont des gens qui faisaient de la villégiature, ceux qui étaient là, c'était pas le niçois bourgeois enrichi par les travaux du port qui allaient là. Peut-être certains, mais les trois quarts, c'était vraiment des gens de l'extérieur qui venaient, comme dans celui-là aussi, qui est plus. Je crois. Bon. Il y en a quand même, le travail, il y a un petit peu quand même de protection, mais par rapport à ce qu'il devrait y avoir, il y a 20% de protégés. Et encore, en étant très très gentil. Mais en tout cas, surtout les éléments d'intérêt remarquables, il y en a vraiment des fous. Il suffit de se promener et vous en découvrirez autant que vous voulez. Ici, encore un superbe élément sur le même principe, mais pas du tout à l'italienne, mais totalement, je dirais, en gothique, fait donc là pour quelqu'un qui venait donc de Pologne et qui s'est adressé à un architecte qui avait travaillé beaucoup dans le milieu russe. Et donc, c'est toujours le type de la maison belvédère, mais au style troubadour et le style gothique. Voilà, c'est le même programme, mais adapté avec un style différent.
celle que vous avez vue précédemment. Et un programme français, parce que quand même, voilà, on est dans le classique, vraiment, du manoir, je dirais qu'on en a partout, mais le voir là, à Nice, ça a une autre signification, bien sûr. Et surtout tardif, 1911, Dalmas a produit, la Georges Dalmas, père et fils, vraiment c'est des producteurs, l'architecture, vraiment à tout voir. Mais là, c'est descendu le commanditaire qui lui avait demandé un château à la française, mais c'est un peu saugrenu, au bord de la Méditerranée, d'avoir son château à la française. C'est pas plus saugrenu d'avoir un élément à la Palladienne ici, au XVIIIe siècle, mais quand même, bon, surtout avant la guerre, il doit y avoir une signification sans doute. Donc ça veut dire faire l'histoire de la famille, voir pourquoi on veut se mettre dans ce style-là. Ça veut dire un historien qui doit travailler, qui doit aller retrouver les archives privées et tout. C'est pas évident, mais en tout cas, ça demande beaucoup de temps. Et enfin, il y a surtout le grand classique de la grande villa, qui est la villa éclectique, mais dans l'éclectisme historique, plutôt Trianon, plutôt néoclassique, plutôt un peu à l'italienne. Mais en tout cas, quand on était prince, disons, parvenu, etc., on ne pouvait pas se faire un petit manoir comme vous avez vu là, c'est pas possible. C'était vraiment pour le bourgeois qui veut se donner l'air d'eux, mais c'est pas possible. Vous ne pouviez pas non plus être en néo-gothique. C'était pas de l'architecture à mettre sur le bord de la Méditerranée. C'était suranné, c'était tout ce qu'on voulait, c'était romantique, mais c'était pas du tout une architecture adaptée. Et donc quand on était prince, que ce soit un prince Masséna, que ce soit un prince russe, etc., il fallait l'architecture classique qui était l'architecture de toute l'Europe, le néoclassique. Et donc il fallait un néoclassique, et suivant les goûts, suivant l'architecte, etc., on allait chercher soit dans le répertoire français, soit dans le répertoire italien, soit dans d'autres répertoires, soit dans le répertoire Renaissance, comme celui-là, ici, pour de Gasini, ou ici, on allait chercher une architecture qu'on avait vue, qui était intéressante à Cannes, qui avait été construite une dizaine d'années plus tôt, et donc certainement que, je n'ai pas lu les lettres, mais le prince Masséna a dû dire à Bergine, mais je veux la maison comme j'ai vu celle de Rothschild, parce que bon, c'était pas rien à Cannes, et donc je veux la même. Et donc vous voyez l'origine et les petites sœurs. Donc, ça existe aussi les modèles. Les modèles, soit les modèles théoriques qu'on va trouver dans les traités, soit dans les modèles pratiques, parce que bon, j'ai trouvé que c'était bien, donc je veux faire la même chose. Petit détail quand même très intéressant, dans ce néoclassique, il y a le petit détail balnéaire. Et ça, je n'ai pas vu beaucoup dans les livres. Ici, il y a le jeu de la piscine et de la natation. Dans tout un décor totalement à l'antique. Alors là, on a donc les jeux donc, à l'antique, et là, on a ici une personne qui va plonger, une personne qui nage, une personne qui est dans le bateau, qui vient de nager, une personne qui va s'élancer, et une autre personne qui va aller nager. Et ça, c'est dans le décor du hall. Donc, c'est pas innocent de mettre autant de personnages qui nagent ici à 2 pas de la Méditerranée. C'était pas pourquoi, comment. Là aussi, l'historien dira, on retrouvera les courriers, s'il le peut et tout, mais en tout cas, il y a des petits signes, en tout cas, qu'on n'est pas totalement étranger au lieu. Il y a la difficile période de l'architecture, donc on va appeler Art Nouveau, et qui va être à tendance Art Nouveau italien ou quelques éléments d'Art Nouveau à la française, mais très très rares. Pourquoi? Parce que c'est une architecture qui ne peut pas prendre dans le milieu balnéaire, ce serait trop long à expliquer, mais ce n'est pas une architecture notable. D'abord, l'Art Nouveau, ça peut être une petite villa. Ça ne peut pas être. Vous ne pouvez pas avoir la grande villa que vous avez vue là en Art Nouveau. C'est pas pensable. Il faut de la symétrie quand on a de l'argent. Il faut donc les avant-corps, le corps central. Il faut donc de la prestance.
tout sauf de la prestance. C'est une petite architecture de folie, etc. C'est juste comme ça, c'est un feu de paille, hein, c'est un magnifique feu d'artifice, avec coloré, etc. Mais bon, sans en main. Je ne vous parle pas du problème de patrimoine, vous l'avez tous vu, hein, mais bon, il faut quelquefois fermer les yeux pour dire qu'on a des Anglais encore son charme. Hein. Mais surtout, il faut continuer à la sauver. C'est pas pour ça qu'il faut la démolir. Mais vous voyez que quelquefois, on est vraiment au moment où le malade, il est au bord d'eux, hein, et on le pousse une fois à droite et il tombe. Hein, donc, il faut faire très très attention, ça se sait stabiliser. Il y a tout le problème aussi des jardins privés. Ce qu'on a oublié, c'était que Nice était une ville-parc, une cité-parc. Chaque village, chaque grand hôtel avait son jardin. Et ici, vu les prix du mètre carré, ben, c'est tellement tentant dans les années 70-80 de vendre le jardin et puis de mettre un grand immeuble à côté, bien sûr. Et donc cette idée et cette vision de paysage urbain, parc, a un petit peu disparu. Quand vous voulez aller retrouver le parc Chambrun, vous avez encore le kiosque, parce que je crois qu'il a été protégé. S'il n'avait pas été protégé, à mon avis, il serait parti avec le reste. Mais le grand parc Chambrun, où il est aujourd'hui, il est sous les fondations des immeubles qui sont à côté, etc., etc. On peut multiplier, donc vous avez quelquefois des petits éléments, etc., qu'il faudrait pouvoir remettre dans leur contexte pour les expliquer. Parce que sinon on ne comprend plus, il y a des pierres comme ça qui restent, il y a quelques arbres aussi, pour ceux qui sont botanistes, qui sont là comme des témoins de ces grands jardins, mais tout seuls, totalement isolés, ils ne veulent plus rien dire. Hein. Donc il y a aussi une culture internationale dans ces jardins. Ici, donc, vous avez dans le même jardin, le jardin donc, de Valrose, hein, je n'insisterai pas sur l'architecture, mais uniquement la fabrique, vous avez d'un côté l'art antique, du temple grec en Hongrie, hein, qui était dans la fabrique, et de l'autre côté, l'Isma, qu'on va aller chercher, qu'on va démonter en Russie, et qu'on va aller remonter là. Donc on a l'art du Nord et l'art de Grèce qui viennent ici, à Nice. C'est pas innocent. Ça veut dire qu'on est vraiment à un carrefour de culture, et que tout ça donc, participe d'une culture classique, d'une culture antique, d'une culture également du nord de l'Europe, etc. Tout ça se rassemble. Et particulièrement dans le jardin, puisqu'on pouvait se permettre de faire davantage de folie que dans les immeubles. La colonie russe, on en a parlé, donc avec Valrose, et le premier établissement religieux ici construit en 1859, ici donc la première église, devenue rapidement trop petite, et donc quelques années plus tard, on va donc, construire cette magnifique cathédrale orthodoxe, donc qui est redevenue maintenant dans le giron de la propriété donc, de Russie, et qui fait que on a un Nice comme nulle part ailleurs. C'est vrai qu'il y a tout un quartier impérial russe, avec une magnificence extraordinaire, en tout cas ce qu'il en reste, mais on sait moins, par exemple, qu'il y avait aussi un milieu américain, et que cette église, qui est maintenant dite protestante, a été construite par les pour, en tout cas, la communauté américaine, et ensuite était revendue pour en faire une église réformée. Et il y avait des quantités d'églises. Les églises sont des marqueurs aussi de cette multi-identité de la ville de Nice, qui maintenant est un peu, donc, je dirais, réduite, mais en tout cas, qui est quand même une richesse incomparable. Les distractions. C'était une ville, certes, où il fallait vivre, il fallait surtout se distraire. Donc, voilà toutes les distractions qu'il y a donc, ici sur un élément d'affiche fait par Alexis Mossa, qui était un grand dessinateur afficheur, en 1889. Bon, il y avait des fêtes, beaucoup de fêtes, des régats, des courses là où il y avait la gare de l'aéroport, hein, des véguillons rouges, ce sont aussi des fêtes, le corso blanc et rouge, hein, c'est clair, le corso des fleurs, donc les fêtes, le carnaval, il y a des fêtes qui ont été supprimées d'ailleurs, les casinos, donc ici le casino municipal qui était antérieur au casino de la Méditerranée, qui
à l'époque vient juste d'être construit. Et puis ici encore en plus, il y a la fête niçoise, il y a le musée des Beaux-Arts, il y a l'exposition des Beaux-Arts, etc., etc., il y a le Grand Opéra, etc. Donc vous voyez toutes les distractions qui sont là mises par l'afficheur, et surtout il y a les grandes fêtes. On finit la saison par le carnaval, ça c'est indispensable, on ne peut pas partir avant d'avoir vu son carnaval. Donc il y a beaucoup d'éléments, et encore sur au centre du buffet de la gare de Lyon, qui s'appelle maintenant le buffet du train bleu, qu'est-ce que vous voyez au plafond? Eh bien, c'est la fête des fleurs à Nice. Donc, l'affiche est une chose, mais pour faire venir le visiteur, on le fait venir bien d'ailleurs. Hein. Donc, c'est toujours ça, donc l'élément commercial qui permet d'attirer. Le magnifique casino municipal, un peu tardif quand même, parce que ça fait déjà une génération qu'il y avait un casino à Monaco et qui rapportait. Les difficultés pour construire un casino ici, il faut toute une conférence pour pouvoir les expliquer. Le casino sur le paillon, etc., l'emplacement, l'obligation de couvrir, le style du casino, etc. Il y a eu des dizaines d'années de palabres, de longues années aussi, parce que c'était une période difficile pour la vie municipale. Et surtout, un des éléments majeurs de ce casino, c'était son jardin d'hiver, avec toujours les halles mécaniques. Et donc, ça servait de restaurant, ça servait de salle de théâtre. Mais le top du top, c'est Jean-Paul Peutron qui nous l'a trouvé, c'est celui. Vraiment, c'est le premier dessin de 1868 de l'ingénieur anglais qui commence à aller trouver le maire et il dit voilà ce qu'on pourrait faire parce que vraiment c'est une ville où il faut attirer. Et pour attirer, il faut une architecture extraordinaire. Et comme il y a encore une présence anglaise importante, même si elle est moindre que dans la première moitié du XIXe siècle, on va aller chercher sur les piers à l'anglaise les éléments qui servaient de théâtre. Hein. Quand on emploie le mot casino, c'est pas exactement la même chose que le casino qui se trouve à Brighton, à Margate ou ailleurs, mais en tout cas c'est l'élément, en tout cas le divertissement qui est au milieu de la mer. C'est ça qui étonne, hein. C'est d'être dans l'eau et de pouvoir voir d'une part l'architecture se refléter dans l'eau, mais en même temps se divertir au milieu de l'eau. C'est un élément fort de la balnéarité. Et donc on va faire ça à Nice, et ça va attirer beaucoup de monde. Donc ce premier dessin qui est totalement, on va dire, inspiré de l'Inde, ou en tout cas des pays exotiques du Commonwealth, avant l'heure, on va le mettre ici, dans la ville à l'anglaise de la capitale d'hiver. On sait ce qui en est arrivé, donc comme il y a un élément assez bas ici, qui va être inauguré et ensuite déroulé. Et après, on reprend un ingénieur français avec un constructeur également qui avait l'habitude de travailler dans les expositions universelles, qui va faire un élément beaucoup plus haut ici, beaucoup plus Sainte-Sophie, on va dire, avec un grand dôme beaucoup plus haut. La charpente mécanique aussi, tout ça c'était importé dans l'Angleterre. Vous voyez la somme, donc ça pouvait ici, c'était importé simplement que l'industrie de Moisan dans la région parisienne, avec le train, c'était moins. Mais ce sont des matériaux préfabriqués, entièrement pensés et mis sur place. Pas du tout comme avec les éléments des habitations, c'était les sculpteurs italiens qui sculptaient avec des moules, bien sûr, les modèles, donc en plate, de la décoration intérieure. Je ne parlerai pas de la décoration intérieure, il y a eu une conférence ici, dans un lieu proche ici, en octobre dernier, parce que lui, on va sur le casino de la GD Promenade est paru, il est dans toutes les bonnes librairies, donc allez l'acheter, je fais du commerce. Et il y avait ce qu'on n'a pas osé appeler trop l'opéra, mais qui était quand même l'opéra, parce que dans toute bonne station, il doit y avoir un opéra. Et donc on l'a appelé, et on le dénomme encore, j'ai vu de façon étonnée, théâtre municipal. C'est un peu... si. Sur le j'ai été étonné qu'il n'y ait pas le mot opéra.
ici n'est marqué théâtre municipal. Encore le nom, parce qu'il y a eu une restauration de Florent-Gatier il y a quelques années sur le truc, mais c'est un opéra, vous avez, il faut dire opéra, parce que sinon, bon, si vous n'êtes pas une grande station, si vous n'avez pas votre opéra, il y a très peu de stations qui ont leur opéra. Et donc si vous dites que vous avez un théâtre municipal, pour un capital hilaire, ça ne marche pas. Si vous voulez un dossier au patrimoine mondial, il faut dire que vous avez un opéra, parce que sinon, un théâtre, c'est rien. Même s'il y a des allures de théâtre, peu importe. C'est le nom qui porte et la valeur qui porte. Et puis il y avait des tables de distraction, je vais passer rapidement en revue. Vous avez la réserve, bien sûr, dans un état pitoyable aujourd'hui, et la restauration qui va en être faite, c'est mieux pour la voir. Mais bon, un haut lieu de divertissement en tout cas, les régates et les premiers meetings d'aviation qui avaient lieu ici, et là aussi au moment de la sortie de la saison. C'était en avril, bien sûr. Parce qu'il fallait éblouir, c'était le feu d'artifice final. Si on voulait que l'étranger revienne l'année d'après, l'hirondelle revienne l'année d'après, il fallait absolument l'émerveiller. Et on l'émerveillait par le carnaval, par les meetings d'aviation, parce que c'était tout neuf, tout beau, et par les magnifiques fêtes qu'on faisait là. Donc le comité des fêtes distribuait dans les hôtels les petits éléments comme les petits éléments commerciaux ici, en 3D. Et voilà tout ce qu'on pouvait. Donc ça c'était dans le casino municipal, ça c'était dans l'hippodrome, les régates, les fêtes, et voilà, les carnavals pour finir. Donc tout vacancier, qui ne s'appelait pas vacancier, mais qui s'appelait donc hivernant, tout hivernant devait aller dans toutes ces fêtes. Il était là pour ça. On ne se rappelle plus du médical. Peut-être que c'est encore bon pour le médical, mais l'important c'est bien sûr la fête. Il n'y a personne qui fait une affiche pour vanter la qualité des eaux de la Méditerranée, etc. C'est bien sûr pour la fête, on est tous d'accord. Excusez-moi, c'est les médecins ici. Et le carnaval du carnaval, il donne lieu à toutes les fantaisies, on est en dehors d'eux. Et c'est ça aussi le patrimoine, c'est qu'ici, c'est un lieu d'imaginaire où on est en dehors de la vie, comme dans tous les carnavals. Le lieu le plus intéressant sans doute, c'est cet élément construit en 1909, qui est, là aussi je ne sais pas s'il y a eu des expositions sur les différents carnavals, mais il y a une exposition à faire sur les lieux temporaires d'architecture. Et ici, qu'est-ce qu'on représente en haut, au-dessus de la majesté carnaval? C'est le monde. C'est pas pour rien qu'on met une map monde là, ici. C'est parce que c'est bien la capitale qui attire le monde entier. Et on veut bien le noter dans Carnaval. C'est 1909. La qualité est mauvaise, c'est une carte postale. Il doit y avoir un original qui traîne dans une archive ici, mais bon, ce sera pour l'année prochaine, peut-être, pour une exposition sur le sujet. On ne peut pas tout faire un seul. Le bilan. Robert de Souza, Nice capitale d'hiver. Donc il a reconnu, 1913. C'est le moment quasiment de l'apogée. Mais c'est le début des théories sur l'urbanisme. Il est très... c'est sa vie, mais en tout cas, il peut en faire les qualités, il en vante les qualités, mais il est quand même assez réservé sur le bilan. Les grandes idées à l'époque, c'était la cité-jardin. Effectivement, c'était une cité-jardin. Ça ne l'est plus en 1913. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans son livre. Il dit, regardez à Barcelone, regardez à Londres, c'est beaucoup plus une cité-parc que Nice qui l'était et qui n'est plus. Aux grandes casernes de palace, ça a tout cassé. Ça n'a pas ordonné les choses et ça n'a pas, au niveau du paysage urbain, donc il est convaincu donc, que les extensions de la ville de Nice devraient pouvoir magnifier le site, mais attention, selon les règles du paysage urbain qui étaient les règles de la cité-jardin et de l'hygiénisme, et pas les règles qui sont faites en début du bon sens à cette époque-là à Nice. Donc il faut lire vraiment ça et le relire plusieurs fois, ce livre-là, qui a été d'ailleurs réédité récemment, et bien voir l'intérêt de ce regard critique d'un des premiers urbanistes sur la ville de Nice.
Dernière période, je vais aller rapidement, parce que c'est l'heure de sortir, c'est la dernière flambée, on va dire, avant, pour la capitale d'hiver, avant, non pas l'extinction, mais en tout cas, avant une nouvelle source d'inspiration qui sera l'été, c'est-à-dire ce que Jean-Didier Romain appelle l'inversion. C'est-à-dire que la ville de Nice a eu beaucoup de mal de s'inverser, de passer de l'hiver à l'été. Il a mieux passer de l'hiver à l'été en passant par l'hiver, c'est-à-dire en passant par la montagne, mais de s'inverser, il y a quelque chose dans la tête du Niçois qui ne marche pas là-dessus. Ou en tout cas, il met plusieurs générations à le comprendre. Et pendant ce temps-là, il y a de la concurrence et il perd ses titres de noblesse. En tout cas, c'est ce que Bernard Pouillet dit, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui. Voilà. Quand certaines villes commençaient à avoir des maillots de bain qui se voyaient, donc dans les années 1920-25, voilà ce qu'on voit encore à Nice. C'est comme si c'était encore 1890, quoi. Et là, on est quand même dans les années 20. Il n'y a rien qui a changé. Certes, il y a toujours le soleil, mais bon, on a encore regardé toutes les femmes dans des ombrelles, où ils ont des grands chapeaux, ils ne veulent pas du tout avoir à faire avec le soleil. Ils ont des longues robes, etc. Regardez bien. Vous verriez, c'est un peu plus échancré peut-être là, c'est quelle méthode, là ici un peu plus, mais la majorité des gens ici, c'est encore, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc on est encore dans une ville d'hiver. Et c'est à peine rien. Alors on a beau dans les années 30 vanter, vous voyez, timidement, le baigneur qui s'aventure un petit dans l'eau, c'est tout à fait la ville de Nice. Tout à fait. C'est vraiment Nice l'été, donc il faut faire comme tout le monde, c'est-à-dire avoir un pied dans l'eau, mais un pied seulement, pas plus. Parce qu'il y a des galets, parce qu'on ne peut pas nager, parce que ceci, parce que cela. C'est aussi la topographie qu'il veut, c'est pas uniquement le caractère de l'histoire, mais en tout cas c'est très clair. Et là ici, on essaye de mettre une starlette au soleil avec les grandes voitures et tout, mais on a encore en arrière-plan le casino de la Jetée de Promenade qui est hors sujet. C'est plus du tout exotique. C'est l'humidité, c'est le corps directement au soleil, c'est une architecture moderne, et ici on a tout. À Nice, sauf une architecture moderne. On est encore dans le palace de l'époque, etc. Et on en construit encore jusque dans les années 20. Et voilà ce qu'on construit de plus moderne dans les palais. Le palais du parc Fleury, on a les plans, et voilà les constructions de 1924. Ça ressemble encore étrangement à ce que vous aviez vu. Donc c'est sûr, c'est mieux exposé, l'exposition est au-dessus et tout. Mais vous voyez qu'au niveau de l'architecture, on n'a pas des grandes ouvertures. En 24, quelques années après, on a du Mallet Stevens, Ayer, etc. On a l'architecture moderne. Là, ici, entre nous, c'est ringard. C'est vraiment. On ne comprend pas qu'on puisse encore construire comme ça. Donc, il y a le choc, en tout cas, de la saison d'été, n'est pas passé par Nice. Il y a l'Art déco, qui certes, là est passé par Nice, il y a quelques très très beaux éléments déco, dont un des plus beaux ici avec le L'Oréal Mention. On ne sait pas trop si c'était des villégiateurs, vraisemblablement, mais je n'ai pas été voir dans les archives. Il faut attendre qu'il y ait un futur livre qui va être le best-seller pour l'année prochaine, dans 2 ans, qui va apparaître. Mais d'ici là, il faut se contenter simplement de ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit sur ici? C'est assez mauvais, mais croyez-moi sur parole, il n'y a que des représentations de la mer. Or, le Niçois moyen, il n'allait pas vivre dans un immeuble avec des représentations de la mer, avec un vitrail ici qui représente la mer, avec de l'impressionnisme. D'ailleurs, moi, le vitrail impressionniste dans les années 30, c'est un peu ringard aussi, mais peu importe. Mais en tout cas, ici, les bas-reliefs en ciment moulé, ou en ciment traité, sont tous des bas-reliefs qui font voir la Côte d'Azur. Donc c'est quand même, il y a une idée de balnéarité pour les gens qui vivent dans cet immeuble. Donc vraisemblablement là-dessus, mais
il faudrait encore voir dans les annuaires et aller plus loin pour savoir si réellement cet immeuble, combien y avait-il de personnes qui étaient là l'été. On ne sait pas. Il n'y a pas d'historien qui nous le dise actuellement. Ce qu'on sait, c'est ça. Ça, oui. Le palais de la Méditerranée. Là, on n'a plus le nom, de dire que c'est tel ou tel style, etc. On affiche clairement, c'est de l'art déco et de la Méditerranée. Pourquoi on s'affiche? Parce que celui qui veut s'afficher, c'est un Américain. Boule, le roi des chemins de fer. Il sait ce qu'il veut. Il investit dans les lieux à la mode pour gagner encore plus. Il investit dans le Nord également, avec plus ou moins de succès, et il investit ici. Et clairement, donc, c'est un lieu ouvert sur la Méditerranée, parce que l'intelligentsia, également des années 20-30, ici, commence à s'ouvrir sur le méditerranéisme. Ici, on est bien dans un centre de la Méditerranée. Et donc, on se réfugie autour de la Mare Nostrum. On n'est plus une ville-monde. On est une ville capitale de la Méditerranée. Ce qui est excellent. Mais en tout cas, ce qui fait bien voir, en tout cas, le recul de la capitale d'hiver du Salon du Monde. On n'est plus Salon du Monde, on est Salon de la Méditerranée. Mais bon, c'est encore honorable. Encore faut-il le vouloir. Il y a encore beaucoup du vœu à la réalité. Et pour conclure, je vais citer Paul Morand, quelqu'un d'un peu sulfureux, en cours de réhabilitation peut-être. Le Corbusier se fait déshabiliter, donc le Morand pourrait se faire réhabiliter, peu importe. Mais donc, un diplomate qui connaît une partie du monde occidental, qui roule en voiture, qui fait même des courses, et qui est un monsieur à la mode. Voilà ce qu'il dit de Nice. Contaminé, donc le côté médical, par ces abcès tout récents que sont Juan-les-Pins et Cagnes, Nice ne saurait demeurer insensible à cette ivresse de nudité, de lumière, de spéculation qui envahit la côte, soude ensemble les villes au village et tente à installer au bord de la mer un vaste solarium qui ira un jour de Marseille à Menton et où les aérobus amèneront dans 10 ans des milliers de Parisiens passés le dimanche de la Méditerranée. Il est vraiment, il voit clair. Nice est cependant restée plus 1900 que le reste de la Côte d'Azur. Elle a gardé ses petites gens, ses retraités, ses vieux ménages avec le chien sur le bras, ses anciennes beautés cachant leur bruit. C'était en 1930. Elle a gardé ses Russes qui ont eux perdu leur villa de signé du Montbon, aujourd'hui ils les ont rachetés, mais qui vivent tapis dans de petites pensions. Elle a gardé sa clientèle de touristes moyens et de provinciaux français. Elle a gardé ses palmiers emplumés, ses cactus, ses plantes grasses, ses jardiniers fignoleurs de massif. Malgré les efforts des comités d'initiative, avides de 2 récoltes annuelles de visiteurs, Nice n'accorde au bain de mer que l'importance secondaire qu'on leur a accordée en 1900. Et on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Elle est restée très Jean-Lorrain. Alors pour l'histoire, le Jean-Lorrain, c'est le ringard de ringard. C'est vraiment... j'ai pas besoin de faire un dessin. On parle un peu du carnaval, parce que c'est encore quand même le grand éblouissement, même dans les années 30, et on finit, ces casinos, sa jetée, se ressent de l'influence victorienne. Elle est morte depuis longtemps, victorienne, pour dire ça. Celle de Brighton, notamment. C'est toujours la jetée promenade qui est encore le fer de lance, même à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La saison d'été s'arrête à Cannes, et Nice n'y participe guère. Voilà le bilan. La difficulté pour Nice de tourner la page et de faire vraiment la saison d'été est vraiment, je trouve, très clairement marquée par Morand. Alors, j'espère trouver un écrivain qui dira le contraire. Mais j'en ai pas encore trouvé, mais il y a beaucoup d'historiens là, ou en tout cas beaucoup d'aficionados de Nice. Peut-être qu'on va trouver un grand écrivain qui dira le contraire, mais je crois quand même que c'est en partie quand même l'opinion de beaucoup de personnes sur la ville de Nice à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
J'en ai terminé et je voulais faire voir en fait cet aspect du méditerranéisme, la construction ici de cette université était en fait pour moi une régression. C'est une hypothèse, c'est une conclusion. C'est-à-dire que ça fait très bien de dire on est au cœur de la Méditerranée, on reprend nos racines, et pourquoi? Parce que les Russes ne viennent plus, parce que les Anglais ne viennent plus, parce que les Américains vont ailleurs, juivant les trains ou ailleurs, et donc on a plus notre pauvre Méditerranée, et donc c'est tout ce qu'on a encore qui nous unit. Mais en fait, on est en pleine guerre coloniale quand on construit ça, on est en pleine expansion coloniale quand on construit ça, et on ne va pas voir de l'autre côté de la Méditerranée, on est sur son grand asseoir, et c'est une certaine Méditerranée qui est glorifiée ici, mais c'est plus la capitale de l'hiver, ni le salon du monde. Merci.